Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un très très beau livre sur le cinéma. On le doit à un duo, Pierre Tchernia et Jean-Claude Romer, deux figures emblématiques du cinéma, hein. Ils ont énormément œuvré pour leur passion, hein. Jean-Claude Romer, rappelons qu'il était l'un des cofondateurs du Festival d'Avoriaz, hein, le festival mythique qui célébrait chaque année le cinéma de genre fantastique, SF, horrifique. Alors depuis, ça a été remplacé par le festival de Gérard May, mais c'est vrai que Avoriaz, pour les gens de ma génération, voilà, c'était un nom qui comptait. Et d'ailleurs, j'adorais les numéros de l'Écran Fantastique ou de Manovis, hein, qui faisaient un point sur les films présentés au cours de ce festival emblématique. Donc, voilà. Donc, ce livre que je vais vous présenter, il date de 1989. Il a pour ambition de nous présenter les 80 plus grands succès de la SF jusqu'à cette date, hein. Dans cette même collection aux éditions Casterman, ce même duo de choc a sorti un certain nombre d'autres livres bâtis selon la même idée, hein. Donc il y avait les 80 grands succès du cinéma fantastique, du cinéma d'aventure, du cinéma comique français, du cinéma comique américain, du cinéma policier américain, du cinéma policier français, western. Donc moi, le seul que j'ai de cette collection, c'est celui-ci, les amis. Et si j'ai l'occasion, je me procurerai sans doute celui sur le cinéma fantastique et celui sur le cinéma d'aventure. Alors, c'est pas un livre de critique, hein, donc il n'y a pas de critique des films, mais par contre, pour chacun des films, il y a une fiche avec une information sur le réalisateur, sur le casting. Il y a un résumé très très bien fait là, de chaque œuvre, plus voilà, une petite information sur les coulisses comme ça là, du film. Donc voilà, c'est très très cool. Donc on verra, on va voir, on va découvrir ça ensemble. On va voir si nos 80 grands noms à nous, on les retrouve également dans ce livre. Ou mettez-moi dans les commentaires si pour vous il y a les grands absents de ce livre. Toujours pareil, hein, en prenant en date de référence la fin des années 80, 1989, date de parution là, de ce livre, hein. Donc voilà, est-ce que à fin des années 80, est-ce que pour vous il y a d'autres films de SF qui avaient marqué leur temps et qui auraient mérité de figurer dans ce livre? Moi j'en pense, il y en a quelques-uns qui me viennent en tête, mais globalement je suis plutôt raccord avec cette présentation-là de Pierre Tchernia et de Jean-Claude Romer. Donc on va regarder ça ensemble, les amis. Alors voyons voir ça. Donc il y a un avant-propos là de Pierre Tchernia, hein. Et on enchaîne directement sur le sommaire. Bon, comme on va découvrir le livre ensemble, voilà, je ne vais pas perdre de temps là-dessus. Alors là, ça commence mal pour moi, les amis, puisque L'abominable Dr. Phibbs, ça c'est un film que je connais, hein, qui date de 1971, réalisé par Robert Fust, que je n'ai pas vu parce que je n'avais pas spécialement envie de le voir, les amis. Donc dites-moi dans les commentaires si vous-même vous l'avez vu, s'il est cool, s'il mérite que je m'y attarde. Mais bon, là comme ça me dit rien qui vaille. Elita de Jacob Protozanov, ça c'est pareil. C'est un film de 1924 que je n'ai jamais eu l'occasion de voir, que je n'ai jamais recherché non plus, hein. Bon, voilà, faut voir. L'âge de cristal, là, ça y est, on tombe vraiment dans le lourd, hein. C'est l'une des grandes pépites de SF des années 70. Celui-ci, il est sorti en 1976. C'est un film de Michael Anderson qui a donné lieu par la suite à une série qui est sortie chez nous en 1978, hein, mais qui était beaucoup plus chipos en termes d'effets spéciaux que le film, malheureusement. Qu'est-ce que ça raconte, l'âge de cristal? Logan's Run. Donc c'est une dystopie post-apo, hein, comme des familles, comme j'adore, hein. Donc je vais vous lire le résumé là, de l'histoire de ce film, les amis. Aux États-Unis, en l'an 2224, une cité gérée par ordinateur se dresse au milieu d'un paysage désertique où la population a fait son œuvre. Drogue, sexe, tiki, voyage dans le temps, changement d'identité et de corps, tels sont les
service qu'elle dispense à ses habitants. La recherche principale est celle du plaisir, mais la vie ne dépasse pas 30 ans, l'âge où une supposée renaissance attend les candidats. Ça veut dire que vous pouvez profiter de la vie comme il se doit jusqu'à 30 ans, mais passé 30 ans, les amis, il faut passer votre tour et laisser la place aux copains. Euh, l'âge où une supposée renaissance attend les candidats. Les fugitifs qui tenteraient d'échapper au sort commun sont immanquablement poursuivis par des limiers. Logan, l'un des meilleurs d'entre eux, se voit entraîné par Jessica, une dissidente qui l'invite à fuir. Francis, en dépit de leur amitié, les poursuit. En pénétrant dans une chambre froide gardée par un robot nommé Box, le couple apprend que les fugitifs sont congelés afin de servir de nourriture aux habitants de la ville. Ça me rappelle un autre film qui s'appelle Soleil Vert, les amis. À l'extérieur, Logan et Jessica découvrent une ville en ruine, Washington, envahie par la végétation et où vit un vieil homme. Ils comprennent que la Renaissance n'est qu'un leurre et que l'on peut vivre au-delà de 30 ans. Après avoir éliminé Francis, Logan retourne à la ville avec ses deux compagnons. Il vient à bout de l'ordinateur qui détruit la ville. Les habitants découvrent le vieillard et avec lui la preuve du mensonge. Voilà, ça, c'est un excellent film de SF post-apo des années 70. Ouais, ça c'est. En plus, on peut aujourd'hui le découvrir en remasterisé, en Blu-ray. Donc ça, c'est très très cool, hein. Donc ça c'est vraiment un film euh, que j'avais adoré quand je l'avais découvert là dans les années 80. Donc que je recommande. Ça, c'est vraiment une petite pépite. Alors après, c'est vrai que pour les générations plus jeunes, ils trouveront peut-être que c'est un petit peu cheapos, mais voilà, l'âge de cristal, ça c'est vraiment une masterclass. Bon, Alien, le huitième passager de Ridley Scott, sorti en 1979, voilà, ça c'est pas la peine d'en parler, tout le monde connaît Alien, hein, il y en a eu un nouvel opus l'an passé, Alien Romulus, qui était très très bon. Donc Alien le huitième passager, c'était une pépite parce que déjà, ne serait-ce qu'à son époque, quand il est sorti, il en mettait plein la vue en termes d'effets spéciaux, qualité des effets visuels, c'était ouf. Avec cette créature, la biomécanique conçue par Giger. Voilà, ce huis clos dans l'espace, c'était véritablement une masterclass. Alien, c'est le retour, qui lui est sorti en 1986. Réalisé par James Cameron, c'est mon film préféré, hein. J'ai adoré ce changement d'orientation avec un alien des aliens d'ailleurs qui fonctionnaient un petit peu en ruche comme un essaim d'abeilles avec une reine sage adorée, hein. On sortait un petit peu de cette idée là d'une créature biomécanique qui aurait pu être conçue par une entité extraterrestre ou même peut-être même par des humains. Donc on n'était plus dans l'idée forcément que l'alien soit une arme, mais plutôt une créature comme une autre, hein. Donc Alien, voilà, le retour. Moi, c'est mon film préféré de la saga, ça c'est clair. 1965 de Jean-Luc Godard, Alphaville, que je n'ai pas vu, les amis. Donc pareil, dites-moi dans les commentaires si ça en vaut la peine. Apocalypse 2024 avec Don Johnson, hein, ça c'est une petite pépite, les amis, avec son chien, il s'appelait comment il s'appelait, Blood. Ah oui, ce film c'est pareil, c'est un film post-apo, j'adore les films post-apo. Le titre original c'est A Boy and His Dog, hein. Alors l'histoire, en plus il y a une fin, mais attendez. À la suite d'un affrontement atomique ayant opposé l'Est et l'Ouest en l'an 2007, la Terre a été ensevelie. 17 ans ont passé, la planète ressemble à un désert peuplé de vagabonds qui se disputent les restes de l'ancienne civilisation. L'un d'eux, le jeune Vic, a pour confident un chien, Blood, qui parle et comprend le langage des hommes. À l'occasion, Blood rabat les filles pour Vic. Un jour, il détecte une fille ravissante, Killa June, dont Vic tombe amoureux. Killa vient du monde souterrain, là où s'est reconstitué dans un immense abri antinucléaire Topeka, une communauté de rescapés du génocide nucléaire, soumise à l'autorité tripartite d'un comité dictatorial. Malgré les objections de Blood, Vi accepte de suivre Killa, qui doit retourner chez les siens. Abandonnant son chien à la surface du globe, il s'enfonce dans le sous-sol mais est bientôt arrêté par les hommes du comité. Vic découvre qu'il a été trompé par Killa.
envoyé du comité avec la mission de ramener un être du monde extérieur. En effet, pour les besoins de la régénération de l'espèce, les hommes de Topeka devenus stériles ont besoin d'un donneur de sperme. Evie se retrouve attachée à un lit d'hôpital, relié à une machinerie complexe. La cérémonie du mariage avec Killa est célébrée dans ces conditions. Vic est libérée par Killa qui prépare un complot pour renverser Craddock, le chef du comité. Mais son action échoue et elle est obligée de s'enfuir avec Vic à la surface de la Terre. Vic retrouve Blood qui l'attend, affamé, malade, à l'agonie. Malgré les supplications de Killa, qui demande le pardon, Vic offre la jeune fille en pâture à son chien qui, ainsi régénéré, conduira son ami vers une terre promise. Voilà, alors, je voulais... Oups, les amis, je voulais spoiler le film, mais bon, il date de 1976, les amis. Voilà, c'est un film qui, sur bien des aspects, ressemble un petit peu à Logan's Run, mais avec une fin qui est quand même un peu plus what the fuck, je trouve, mais qui est excellente, du coup, on s'y attend pas forcément. Bon, le film, il a quelques décors un peu cheapos, mais voilà. C'est pareil, ça fait partie de ces pépites des films de SF des années 70, avec un Don Johnson qui quelques années après, hein, dans Deux flics à Miami, deviendra une méga star. En 1980, on a un Ken Russell, pareil, hein, qui a marqué son temps au-delà du réel. J'en parle pas, parce que ça, c'est quand même un film voilà, qui est connu comme le Loup Blanc. Hein. Mais au-delà du réel, c'est un excellent film avec des effets spéciaux qui ont peut-être un tantinet vieilli. Voilà. En 1987, on a la petite pépite de Joe Dante, L'aventure intérieure. Qu'est-ce que je pouvais aimer ce film, hein. Donc l'aventure intérieure, c'est-à-dire voilà, avec une technologie pour miniaturiser des êtres humains et une sorte de vaisseau spatial qui circule dans le corps humain. Donc c'était avec Dennis Quaid, hein, Dennis Quaid et Meg Ryan. Alors ça, c'est pareil, c'est une petite pépite qui est ultra connue, mais celui-là, ça fait partie des films que l'on aime revoir, d'autant plus qu'il existe en version remasterisée. Donc ça vaut vraiment le coup, les amis. Non, parce que j'ai regardé Barbarella et du coup, voilà, c'est Tiki, il est entré dans ma tête et voilà, il m'a fait faire un lapsus. Barbarella de Roger Vadim, 1968, ça c'est un vrai bon petit nanar de l'espace, hein. Mais rien que pour sa scène d'ouverture, avec quasiment un striptease en direct de Jane Fonda. Voilà, c'est un film qui mérite au moins qu'on lui consacre une petite soirée, hein, tellement elle est magnifique dans ce film, Jane Fonda. Le film, bon, il est vraiment naze, hein. Je l'ai regardé, j'ai tenté de le voir plusieurs fois, mais je l'ai vu une fois véritablement en intégralité, mais c'est vrai que souvent par le passé, je commençais, je m'endormais, c'était pas terrible. Qu'est-ce que ça dit là, l'histoire là de Barbarella? En l'an 40 000, alors qu'elle partait en vacances, Barbarella se voit confier par le président de la Terre la mission de retrouver le savant Durand, inventeur. Durand, d'ailleurs, le nom de ce personnage inspirera le nom du groupe qui porte ce même nom, Durand. Hein. Donc de retrouver le savant Durand, inventeur d'une arme nouvelle, hein, mais après un atterrissage forcé sur l'Istéon, elle est capturée par deux gamines jumelles, Stomoxis et Glossina, qui la livrent au robot poupée délivré par Mark Hand. Elle se rend sur la planète Sogo où se trouvait le savant accidenté. Elle se perd dans le labyrinthe où, après avoir rencontré Pigard, l'ornithontrope aveugle et le professeur Ping, elle est capturée par les gardes de la Reine Noire. D'abord sauvée par le révolutionnaire Dildano, elle est reprise par le concierge qui la livre à la machine à mourir de plaisir. Ayant fait sauter les plombs de l'édite machine, elle retrouve la Reine Noire et découvre que le concierge n'est autre que Durand. Dans la bataille qui s'engage, la planète sera détruite. Pigard sauve la Reine Noire et Barbarella. Il s'envole avec elle, les serrant dans ses bras puissants. Donc voilà, ça c'est un sacré nanar, Barbarella. Mais voilà, rien que pour Jane Fonda, si vous ne devez voir qu'un film avec cette actrice, c'est celui-ci.
Voilà, Blade Runner, sorti en 1982, réalisé par Ridley Scott. Pareil, un film que l'on ne présente plus. Mais ça fait partie comme ça des grandes pépites sorties en son temps. Alors attendez, j'ai des petits instrus, donc... Ah, ça y est, j'ai réglé le problème, les amis. Ah, j'en profite pour régler un tout petit peu la mise au point. Donc voilà, Blade Runner, le chef-d'œuvre de Ridley Scott, hein, qui a coûté à l'époque 30 millions de dollars, ce qui était quand même assez important, hein. Même très très important pour l'époque. Et le film, voilà. Aujourd'hui, quand on le regarde en version remasterisée, mais on en prend plein les yeux, plein les mirettes. Ça fait partie, c'est l'un de mes films préférés de Ridley Scott, ça c'est clair. Brainstorm de 1983 de Douglas Trumbull, hein, avec Christopher Walken, hein. Bon, ça c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps et qui ne m'est pas resté en mémoire, hein. 1979 de Nicolas Meyer, C'était demain. C'est pareil, ça c'est pareil, hein, avec Malcolm McDowell, hein, et David Warner. Ça c'est pareil, ça me parle pas des masses. La chose d'un autre monde de 1951, le film dont s'inspira John Carpenter pour son remake assez libre, The Thing. Alors, La chose d'un autre monde de Christian Nyby, hein. Bon, je trouve que la créature elle est tellement what the fuck que je l'aurais pas forcément mis là dans ce top 80, celui-ci. Croisière sidérale de André Zwoboda de 1942. Bon, ben ça me parle pas des masses. Dark Star de John Carpenter. C'est, je crois, son film quasiment de fin d'études à John Carpenter, hein. Bon, ça, c'est un petit film sympa de John Carpenter. Mais voilà, est-ce que c'est un film véritablement emblématique de la SF? Ouais, pareil, je l'aurais peut-être pas mis dans cette liste-là, mais bon. En tout cas, c'est pas pour moi l'un des meilleurs films de John Carpenter, hein. Mais il a un petit côté what the fuck, notamment la scène de fin, là. Des monstres attaquent la ville de Gordon Douglas de 1954. Je crois que le nom, c'est Zem, hein, voilà, en anglais. Donc, l'histoire d'étranges événements ont lieu dans le désert d'Almagordo au Nouveau-Mexique, hein. Une voiture de tourisme est retrouvée abandonnée, l'atoll arraché, un magasin a été à moitié détruit, son propriétaire affreusement mutilé, toutes les réserves de sucre ont disparu. À l'instigation d'un policier, le sergent Peterson, les autorités font appel au docteur Harold Medford, un entomologiste aidé de sa fille et assistante Patricia. Un groupe de policiers découvre dans le désert un nid de fourmis géantes de 3 mètres de long. Les monstrueux insectes sont issus de mutations provoquées par la première explosion atomique qui a eu lieu précisément à cet endroit 10 ans plus tôt. Dirigés par le professeur Medford, les policiers détruisent la fourmilière avec des gaz toxiques et des bombes au phosphore, mais leur intervention n'a pas été assez rapide. 2 reines porteuses de milliers d'œufs ont déjà entrepris leur vol nuptial. L'une d'elles attaque en haute mer un navire marchand qui sera détruit par un vaisseau de guerre. La seconde s'est réfugiée pour pondre dans les égouts de Los Angeles. L'armée intervient, ce n'est qu'au prix d'une lutte acharnée qu'elle viendra à bout du terrible fléau. Voilà, Zem, donc de 1954. Ça, c'est un film que je trouve excellent, hein, et donc, après, il faut aimer effectivement le charme de ces films comme ça, là, de monstres des années 50-60, mais celui-là, il est vraiment excellent, bien meilleur que tous les remakes que l'on aura pu avoir sur cette thématique-là dans les années à venir, hein. En tout cas, voilà, celui-là, c'est vraiment une petite pépite. Bon, 2001, l'Odyssée de l'espace de 1968 de Stanley Kubrick, ça, c'est pareil, hein, c'est un film que l'on ne présente plus, hein. C'est un chef-d'œuvre de la SF que moi j'apprécie pour ses effets spéciaux, parce que quand on regarde le film, et notamment en version remasterisée, on se dit quoi, ce film il date de 1968, alors qu'on a l'impression qu'on a des effets spéciaux qui sont du même niveau que Star Wars qui sortira 10 ans plus tard.
et des effets spéciaux qui sont beaucoup plus propres que des films qui sont même sortis dans les années 80, hein. Donc voilà, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pour moi voilà, c'est une masterclass en termes techniques. Par contre, c'est un film qui m'a toujours profondément ennuyé. Et pareil, c'est un bande original. Voilà, j'aime pas le film mais j'aime effectivement voilà, techniquement, c'est dingos. Donc après, ben, on a, ça c'est cool, hein, la famille des androïdes, hein, la famille des robots, donc avec les créatures emblématiques, là comme ça, que l'on a pu voir dans ces deux grandes familles dans le cinéma. 1984 de Peter Yams, 2010. Donc ben, la suite, hein, la suite. C'est toujours pareil, c'est l'adaptation là du roman de. C'est qui déjà le romancier? C'est pas c'est comment il s'appelle lui? Non, Arthur C. Clarke, ouais. Ouais, c'est Arthur C. Clarke. Donc 2010 de Peter Yams, c'est un film qui techniquement, en tous les cas, était plutôt bien fait, hein. Il ne nous mettait pas une claquousse comme le film de Stanley Kubrick. Mais pareil, c'est un film qui, je sais, m'avait quand même profondément ennuyé aussi. Donc voilà, ça fait pas partie. C'est peut-être un peu trop cérébral pour moi, hein, les amis. Mais de mémoire, je crois que je l'avais même préféré à 2001, hein. Mais bon, voilà, c'est pas un film que j'ai forcément revu récemment. Docteur Cyclops de Ernest Schoedsack de 1940, hein, où on reprend le thème de la miniaturisation là comme ça là des hommes. Alors j'ai pas vu celui-ci, j'ai vu The Incredible Shrinking Man qui va être où il va y avoir un remake avec Jean Dujardin qui devrait sortir prochainement, et en plus la bande-annonce elle a l'air d'être très très cool. Alors celui-ci je l'ai pas vu. Bon, je sais pas ce que ça donne. Dr Jekyll et Mr Hyde de 1932 de Robin Mamoulian. Bon, bah ça je l'ai pas vu non plus, les amis. Voilà, je n'ai pas vu non plus la version de Victor Fleming de 1941. Je suis pas un grand fan voilà, de Dr Jekyll et Mr Hyde, hein. Voilà, c'est pas forcément voilà, un personnage que j'aime, hein, que ce soit dans les versions Universal ou de la Hammer. Voilà, c'est pas trop ma cam, ça. Dr. Jerry et Mr. Love de Jerry Lewis. Celui-ci, je l'avais vu, c'est une parodie, hein, de 1963, donc de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. De mémoire, c'était plutôt sympathique. Dune de David Lynch de 1984, hein. Bon, ça, ça fait partie des grands noms, hein, des petits chefs-d'œuvre comme ça de la SF des années 80, que j'apprécie et que j'apprécie même de plus en plus. J'adore ce côté épique que l'on a à la fin avec cette bande originale qui était magnifique. Je sais que David Lynch, lui, c'était pas son. Il avait un petit peu renié ce film-là, hein. Je trouve que c'est bien dommage parce que c'est l'un pour moi de ses meilleurs films. Et je trouve que rétrospectivement, j'ai peut-être même plus d'affection pour ce film-là que pour le diptyque de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve que j'adore, mais qui m'a quand même bien déçu avec son deuxième volet. Donc celui-là, David Lynch, Dune, ça c'est voilà, pour moi ça c'est une véritable masterclass. L'Empire contre-attaque de Irving Kershner de 1980, mais ça c'est pareil, hein, ça c'est un petit chef-d'œuvre, hein, mais voilà, qui est connu de tout le monde, les amis. E.T. d'extraterrestre de 1982 de Steven Spielberg, c'est pareil, il n'y a pas de débat, il a totalement sa place dans ce très beau livre. Fahrenheit 451 de François Truffaut. Ça, c'est pareil, c'est une petite pépite qui est sortie en 1966, que j'ai vu il y a très très longtemps. Faudrait que je le revoie celui-ci. Alors, l'histoire, c'était dans un pays indéfini, à une époque indéterminée, le gouvernement a interdit la lecture et condamne la possession de livres.
Une brigade de pompiers est chargée de détruire par le feu toutes les œuvres littéraires découvertes. L'un des pompiers, Montag, marié à Linda, ne se pose pas de questions jusqu'au jour où il rencontre Clarisse, sosie de Linda, qui l'incite à dérober des ouvrages lors d'un autodafé. Autodafé, c'est le fait comme ça là, de détruire comme ça des livres d'histoire, de détruire l'histoire quelque part par le feu. Bon, bien évidemment, ça fait référence aux nazis hein, pendant la Seconde Guerre mondiale et même un petit peu avant. Donc Montag comprend alors quels trésors contiennent les livres. Il lit en cachette et se révolte. Linda le quitte et le dénonce. Le capitaine des pompiers veut le contraindre à détruire ses livres. Il retourne le lance-flamme contre lui et ses anciens camarades, puis s'enfuit pour rejoindre Clarisse dans les bois, dans le domaine solitaire des hommes libres. Chacun d'entre eux connaît par cœur un ouvrage littéraire. Montag s'apprête, comme eux, à apprendre les histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Donc Fahrenheit 451, voilà, on est pareil, hein, c'est le principe de la dystopie, hein, un petit peu comme dans Logan's Run, hein, l'âge de cristal. Hein. C'est un petit peu la thématique de pas mal de films de SF du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70. 1929 de Fritz Lang, La femme sur la lune. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. James Wall, La fiancée de Frankenstein. Là, ça c'est l'un des grands classiques. Hein. Je crois que c'était Universal, hein, bien évidemment. Donc c'est pareil, il y a un remake qui je sais pas où il en est, mais en tout cas qui est en production là, donc il devrait pas tarder à sortir hein, dans les mois à venir. Flash Gordon, Guy Leclerc, de 1980 de Mike Hodge. Ça c'est pareil, c'est l'une des petites pépites des années 80, un film complètement imparfait, un brin kitschun mais que j'adore. Hein. Ils ont fait un très très bel artbook sur ce film que malheureusement je n'ai pas encore pu me procurer, mais c'est une belle bête. Hein. Donc Flash Gordon, la Terre est condamnée à vivre un angoissant compte à rebours. Des ondes énergétiques ont mis la Lune hors de son orbite et les savants calculs du docteur Zarkov assurent qu'elle viendra s'écraser sur notre planète. En attendant, les pires catastrophes s'abattent sur la Terre. Zarkov a construit une fusée pour aller voir qui déchaîne ces cataclysmes. Le hasard met sur son chemin Flash Gordon, capitaine d'une équipe de football américain, et la belle Dale Arden. Zarkov contraint Flash et Dale à monter dans la fusée. Une force mystérieuse les guide vers la planète Mongo. Là, les 3 passagers sont faits prisonniers par le redoutable Ming, empereur sanguinaire qui règne par la violence. Condamné à mort après une mémorable partie de rugby, Flash est exécuté au grand désespoir de Dale et Dora, la fille de l'empereur. Ayant promis une nuit d'amour au médecin qui peut redonner la vie à Flash, la princesse parvient à sauver le terrien. Ils vont se réfugier dans le repère de la tribu des hommes arbres. Leur prince Barin, qui courtise Aura, tente de tuer Flash, celui-ci est sauvé par Vultan et ses hommes oiseaux. Autre ennemi de Ming, Flash Gordon parvient à réconcilier Barin et Vultan. Tous s'uniront pour abattre Ming, qui sera tué lors de ses noces avec Dale. Barin sera déclaré empereur et la Terre sera sauve. Donc ça, c'est une grosse production de Dino De Laurentiis, il me semble, oui, qui a fait un gros flop, je crois, en son temps au box-office. En tout cas, voilà, ça, c'est une pépite des années 80, incontestablement. Il a sa place, les amis, dans ce livre. Frankenstein de James Wall de 1931, voilà, l'un des grands classiques de Universal. Hein, donc, voilà, un chef-d'œuvre, celui-là. Hein, magnifique visuellement, avec un très très beau noir et blanc. Voilà, et puis la créature, voilà, c'est vraiment le film qui aura donné cette identité comme ça visuelle à ce Frankenstein et qui sera conservé dans plein là, de répliques. Galactica, la bataille de l'espace, ça c'est pareil, c'est l'une des petites pépites des années 70 de SF, un Herzog de Star Wars, mais voilà, un plaisir coupable, diront même certains, mais moi, un film que j'apprécie particulièrement. Donc, Galactica, la bataille de l'espace. Dans une ère lointaine, à des millions de kilomètres de la Terre, des hommes ont colonisé une douzaine de planètes réunies dans une confédération placée sous le commandement du président Hadar. Tous ces États ont dû, pendant un millier d'années, affronter des redoutables mutants, les Cylons.
Alors que la paix semble revenue, les deux fils du commandant Adama, ministre des armées, découvrent que leurs pires ennemis, les Cylons, font route vers la planète noire. L'attaque est si soudaine que toute riposte s'avère vaine. Seule la forteresse volante Galactica réussit à échapper à l'infernal bombardement, amenant à son bord le commandant Adama qui regagne son ancienne planète, Caprica, et regroupe les survivants afin d'organiser la résistance. Un convoi hétéroclite se forme et une nouvelle vie s'établit parmi les rescapés et leurs sauveteurs. L'armée ainsi construite se réorganise afin d'affronter les Cylons pour le combat final. Voilà, les effets spéciaux là, de Galactica, ils ont été supervisés par John Dijkstra, qui fut le principal collaborateur de George Lucas sur la guerre Lucas, la guerre des étoiles, et ce qui fait qu'on a quand même dans ce film-là des effets spéciaux qui sont plutôt pas mal. Bon, qui n'atteignent pas le niveau de Star Wars, mais ça fait partie comme ça de ces films qui se rapprochent quand même le plus. Voilà, c'est pas Star Crash, par exemple, que j'apprécie particulièrement, mais pas pour ses effets spéciaux, mais plutôt pour Caroline Munro, les amis. Donc là, les vaisseaux spatiaux, un petit peu comme tout à l'heure pour les créatures, on a tous les différents vaisseaux les plus emblématiques comme ça là, du cinéma là, de SF. Alors, Godzilla de Inoshiro Honda de 1954, un film qui a vraiment marqué son temps. Voilà, après, moi, je suis pas trop fan comme ça là, de ces vieux Godzilla, mais bon, voilà, celui-ci, il a quand même un charme tout particulier. Si vous ne devez en regarder qu'un, peut-être que c'est celui-ci, enfin, dans les vieux, je parle. Parce que Godzilla Minus One, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, vous devez vous jeter dessus. La guerre des étoiles, Star Wars, l'épisode 4 qui n'était pas sous-titré comme ça à l'époque, de George Lucas. Voilà, ça c'est un des films que j'ai le plus vu dans ma jeunesse. C'est un chef-d'œuvre. La guerre des mondes de Byron Askin de 1953, voilà, un petit chef-d'œuvre pareil. Visuellement, c'est un film qui avait qui était dingue, je trouve, au niveau notamment là de ces véhicules, de ces vaisseaux extraterrestres. Voilà, c'est un film que j'ai plusieurs fois en DVD, ne serait-ce que parce que je l'ai retrouvé avec des affiches comme ça différentes sur les pochettes. Donc ça, c'est une petite pépite, pareil, qui a été remakée plusieurs fois, et notamment par Spielberg avec Tom Cruise. Et d'ailleurs, c'était un très très bon film. James Whale, une nouvelle fois, l'homme de Universal, qui avait réinventé comme ça, enfin qui a inventé même l'homme invisible au cinéma. Pareil, une masterclass. L'homme qui rétrécit, The Incredible Shrinking Man de Jack Arnold. Voilà, ça c'est un petit chef-d'œuvre. Ça c'est le film que je vous recommande. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui va être remaké avec Jean Dujardin dans une bande-annonce qui a l'air très très cool. Celui-ci, celui-là, il est ouf. Voilà. À la suite de son passage en pleine mer dans un nuage d'origine sans doute radioactive, Scott voit avec effarement son corps diminuer de taille. Consulter les plus grandes sommités du monde scientifique se borne à constater, mais non sans étonnement et avec un vif intérêt, le phénomène sans précédent dont il est victime. Scott rétrécit toujours et nul ne peut prévoir jusqu'à quelle limite inconcevable de petitesse il échouera. Sa femme lui a installé une petite maison de poupée dans un coin de l'appartement alors qu'il ne mesure plus que 20 cm. Mais un jour, alors que Louise est sortie, Carré est attaqué par le chat de la maison. Terrifié, il échappe de justesse à l'animal en se réfugiant dans la cave. Là, une autre épreuve l'attend. Il doit disputer sa nourriture, une simple miette de pain, à une araignée maîtresse des lieux, devenue pour lui un épouvantable monstre. Carré sort finalement vainqueur de ce combat, seul oublié du monde des gens normaux, diminuant toujours. Carré prend petit à petit conscience de sa destinée et animé d'un nouveau courage part vers la découverte de son univers. Voilà, c'est un film qui se termine de manière pas forcément, il n'y a pas de happy end dans ce film. Donc j'ai particulièrement apprécié cet aspect-là dans le film. Et puis surtout que à l'époque, les effets spéciaux étaient ultra novateurs, ultra inventifs pour marquer les contraintes techniques. Et la scène avec notamment l'araignée, elle est vraiment excellente. Donc voilà, ça c'est un petit chef-d'œuvre. L'homme qui rétrécit là, de Jack Arnold.
L'homme qui venait d'ailleurs, ça c'est de 1976 de Nicolas Roeg, hein, avec David Bowie. Bon, c'est un film que j'avais vu il y a longtemps, bon, qui m'a pas spécialement marqué, contrairement à L'île du docteur Moreau de Earl Kenton, qui est un très très bon film de 1932. L'invasion des profanateurs de sépulture de 1956 de Don Siegel, ça c'est pareil, c'est un film, bah, c'est un film culte, hein, qui a donné lieu à pas mal de remakes, hein. Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, de 1951, avec le Klaatu, hein, c'est cet extraterrestre qui vient de l'espace, là, qui aura cette réplique, qui sera resservi dans pas mal de films, hein. Je crois que c'était Klaatu, Barata, Nektou, un truc comme ça. Donc ça, c'est voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des gros films cultes. La machine à explorer le temps de George Pal de 1959, un film qui fera le plein d'Oscars techniques. Ça c'est une masterclass, hein, cette machine à explorer le temps. Il y avait eu un remake qui était pas mal fait, je sais plus, dans les années 2000 peut-être, je me rappelle plus trop, mais voilà, qui allait trop trop vite. Celui-ci, avec des Morlocks qui avaient un look véritablement d'enfer. Voilà, Machine à explorer le temps, de George Pal de 1959, ça c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. 1957, La Marque ou Terre contre satellite de Val Guest voilà, de 1957. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Le Météore de la nuit de Jack Arnold, encore lui, de 1953. Ça c'est pareil, ça c'est pas mal. Pareil, je l'ai vu il y a très longtemps. Celui-là, j'ai plus trop de souvenirs. Métropolis de Fritz Lang de 1927. Si vous ne devez voir qu'un film de Fritz Lang, bah, c'est surtout son Métropolis. Il y a une BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur la vie de Fritz Lang et sur sa vie en tout cas en tant que cinéaste. Et c'est très intéressant. Ça fait aussi référence, à la conception du film Métropolis, à ce projet pharaonique, hein, d'ailleurs. C'est très intéressant. Alors moi j'aime tout ce qu'il y a autour de ce réalisateur. Après, voilà. Euh, je ne passerai pas 2 heures devant un film de Fritz Lang, hein, surtout que celui-ci, il durait quand même ouais, 2 heures 120 minutes et il était assez long. Donc assez formellement son film sans doute le plus beau, le plus où il y a il y a un gigantisme qui est quand même enfin, avec tous ces décors reconstitués dans ces studios, c'était quand même ouf, hein. Donc on est en 1927, hein, quand on regarde le film, on se dit mais voilà, comment ils arrivaient à faire ce genre de film à cette époque-là? Quand on voit certains bousins qui ont pu sortir dans les années 30 ou 40 ou même 50, celui-ci était véritablement en avance sur son temps, même si c'est un film muet, hein. Bon, voilà. Après, ce sont des films qui sont pour moi intéressants d'un point de vue objet cinématographique. Bon, après, moi, je vais pas me regarder un Fritz Lang voilà, le soir avant de me coucher. Ça va peut-être un peu me saouler, mais je lui reconnais en tout cas ses qualités d'objet filmique. Monde Ouest de Michael Crichton de 1973, hein, qui donnera lieu à une excellente série télé, hein. Donc ça c'est une petite pépite, un petit chef-d'œuvre. Encore peut-être rétrospectivement, peut-être même plus intéressant que la série qui est sortie, hein, il n'y a pas si longtemps. Comment elle s'appelait cette série d'ailleurs? C'était ah ça y est. Comment elle s'appelait le générique? J'adorais le générique. J'ai pas vu son nom, mais bon, vous devez sans doute l'avoir. Donc à Monde Ouest, hein, voilà, ça c'est très cool. L'histoire, Peter Martin et John Blaine, deux jeunes hommes d'affaires de Chicago, ont décidé de passer quelques jours de vacances à Delos. Delos est divisé en 3 époques du passé: le vieil Ouest américain, le monde médiéval et la Rome antique. Tous les habitants de ces reconstitutions historiques sont des robots à l'apparence humaine programmés pour satisfaire les moindres caprices des touristes. Dans la section Vieil Ouest, Peter Martin abat le tueur vêtu de noir qui l'avait provoqué dans le salon.
Dans le saloon, la nuit, les techniciens réparent les dommages causés aux robots par les touristes. Le tueur est ainsi ramené à la vie. Au matin, il provoque à nouveau Peter qui l'abat une seconde fois, mais le shérif met le jeune homme en prison. John délivre son ami et tous deux prennent la fuite. Quelque chose semble s'être détraqué dans la programmation du centre de loisirs. Le chevalier noir tue un touriste qui tentait de séduire une jeune princesse. Le tueur ressurgit et abat John d'un coup de revolver. Puis il se lance à la poursuite de Peter qui, en traversant un à un tous les mondes de Delos, se rend compte que les robots se sont révoltés contre les humains. Au cours d'un affrontement dramatique, Peter, qui s'est réfugié dans les corridors souterrains, parviendra grâce au feu et à l'acide à exterminer le tueur robot attaché à sa perte. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment il est incroyable. Ils ont fait une suite à ce film, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était vraiment pas terrible, hein. C'est quoi cette suite? Ah oui, c'est les rescapés là, du futur, hein. Ça, c'était pas terrible, mais celui-ci, voilà, c'est Monde Ouest, un chef-d'œuvre de la SF. Le monstre de Valguest, une nouvelle fois, hein, donc The Quatermass Experiment, hein, donc ça, c'est un film, c'est une production de la Hammer, hein. Voilà, c'est pas fort, voilà, ça fait pas partie de mes films préférés de la Hammer. La mouche de David Cronenberg avec bien évidemment Jeff Goldblum, hein, donc une masterclass, hein, des années 80. 1986, voilà, ça c'est une petite dinguerie avec des effets spéciaux incroyables. La mouche 2, j'avais moins apprécié. New York 97 de John Carpenter, l'un de mes films post-abo préférés avec Snake Plissken, dont j'ai fait une impression comme ça, là, 3D, là. Alors là, on voit juste son trône sur lequel il siège, hein. Il faut que je finalise un petit peu cette impression 3D. Je dois l'avoir lu à côté, ce petit Lascar, là. Voilà, il faut que je termine, mais quand elle va être finalisée, cette figurine, elle va être très très cool. Donc voilà, c'est un de mes personnages préférés comme ça là de la pop culture des années 80. Donc New York 97, sa suite Los Angeles 2013 était moins bonne, mais c'est pas grave, je la kiffe quand même. De George Romero, La Nuit des Morts Vivants de 1968. Un film qui a vieilli, mais qui est toujours aussi intéressant, et notamment sa version originale en noir et blanc, qui est beaucoup plus forte. Le noir et blanc génère beaucoup plus, du coup, je trouve, de stress. Voilà, je préfère la version originale à la version colorisée. Donc là, comme tout à l'heure, on a donc les différents extraterrestres emblématiques de la SF avec E.T., hein, Superman, Alien. Donc Outland avec Sean Connery de Peter Iams de 1981, donc un film pareil avec des effets spéciaux de ouf pour l'époque, une sorte de thriller dans l'espace, hein. Bon, l'histoire était pas extraordinaire, mais en tout cas le film était plutôt bien fait visuellement, donc il a sa place dans ce recueil. René Clair, donc en 1923, Paris qui dort, ça je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas. La planète des singes de 1968 de Franklin Schaffner. Voilà, ça c'est le meilleur, hein, de toute la saga, hein, avec Charlton Heston, hein, ça c'est une petite pépite. Donc après, les suites sont intéressantes, mais celui-là, c'est celui qui reste inégalé avec, bien sûr, sa fin bien traumatisante, où George Taylor tombe sur ce qui reste de la statue de la liberté enfouie sur la plage de sable. Ça, c'était une scène qui était quand même ultra, ultra forte, hein, et qui tranchait d'ailleurs avec le roman, hein, de... Comment il s'appelait le roman là, c'était... Comment il s'appelait? Oui, de Pierre Boulle, le français Pierre Boulle. Alors c'est étonnant que les Français ne se soient pas attelés eux-mêmes
un film sur la planète des singes, hein. C'est sûr, on préfère faire à l'infini des adaptations des romans d'Alexandre Dumas ou, ou des Misérables, plutôt que d'adapter à la limite des films de Jules Verne ou d'autres auteurs de SF comme Pierre Boulle par exemple. Planète interdite qui devient un culte notamment par rapport à son robot, hein, Robbie le robot, au look voilà, incroyable. Donc Planète interdite, Forbidden Planet. Je vous recommande d'ailleurs, si vous vivez dans les alentours de Montpellier, la librairie comme ça, Planète interdite, hein. C'est sans doute la librairie comme ça là de BD, manga, goodies, de France. Je sais pas s'il y a un équivalent à cette librairie en termes de taille, en termes de diversité de contenu. C'est ouf cette librairie à Montpellier là. J'y ai fait voilà, j'ai déniché plein de pépites, les amis. La planète sauvage de René Laloux, de 1973, hein. La première adaptation d'un écrit là, d'une nouvelle de Stephen Yule, hein. Pour ma part, c'est pas forcément le film d'animation que je préfère de René Laloux. Je lui préfère à ce film, bien évidemment, Les Maîtres du Temps, qui était également une adaptation d'un écrit de Stephen Yule, et bien sûr Gandahar, hein, qui était une véritable pépite, un véritable chef-d'œuvre, et qui, alors, je sais plus de quelle année il est, mais je pense qu'il aurait pu figurer dans ce livre-là. Les Poupées du Diable de Todd Browning de 1936, je ne l'ai pas vu. Le Rayon Invisible de 1936 de Lambert Hillyer, je ne l'ai pas vu non plus. Rencontre du troisième type, hein, de Steven Spielberg de 1977, qui est un petit chef-d'œuvre, hein, de Steven Spielberg, hein. Une véritable masterclass, peut-être un poil longué. Voilà, il aurait gagné à être un peu plus concis dans son histoire, mais bon. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre de Spielberg. Le Retour du Jedi de Richard Marquand de 1983. Bon, ça, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, les amis. Retour vers le futur de Robert Zemeckis de 1985. C'est pareil. Ça, ce sont des chefs-d'œuvre incontestables, hein, tout comme le Robocop de Paul Verhoeven de 1996. Sa suite est tout aussi excellente, Robocop 2, hein, que j'adore. Rollerball de Norman Jewison de 1975. Ça fait partie, pareil, des films très très cool. Mais moins bon que l'idée que vous vous en faites. Alors, bon, c'est toujours meilleur que le remake qui a eu lieu avec Jean Reno, hein. Mais voilà, je me rappelle, l'idée que je m'étais faite de ce film-là était beaucoup plus forte que finalement que ce que m'avait donné le film, avec ces sortes de matchs sportifs mais ultra violents là, sorte de hockeyeur ultra violent. Bon. Silent Running de Douglas Trumbull de 1972. Ça c'est pareil, ça fait partie des petites pépites, hein, des années 70, hein, donc Silent Running. 2001, suite à une guerre nucléaire, toute végétation a disparu de la Terre. Dans l'attente que l'atmosphère de la planète permette une refoliation, des espèces végétales ont été placées dans l'immense serre hémisphérique portée par des vaisseaux spatiaux. Botaniste, embarqué depuis 8 ans sur l'un d'eux, le Valley Forge, Freeman Lowell vit à l'écart des 3 membres d'équipage qui attachent peu d'intérêt à sa mission. Un jour, l'ordre parvient de la Terre que, pour des raisons économiques, les 3 serres doivent être détruites. Avant que ne soit larguée la dernière, Freeman parvient à se débarrasser des 3 autres astronautes et met le cap sur Saturne. Mais le vaisseau est pris dans la tourmente des anneaux et, lors d'une sortie pour réparer des avaries, un des 3 drones, petit robot chargé des tâches subalternes, est emporté dans l'espace. Parvenu à sortir des turbulences, Lowell reprogramme ses 2 autres drones, qu'il nomme Yue et Dewey, de façon à le seconder dans l'entretien de la serre et à lui tenir compagnie. Cependant, la forêt s'étiole sans qu'il puisse en déterminer la cause. C'est alors qu'un vaisseau de sauvetage, ayant découvert sa rébellion, le repère
Ayant compris que les végétaux souffraient de l'absence du soleil, il branche des projecteurs pour leur donner chaleur et lumière. Après l'avoir confié au bon soin de l'un des deux drones entraînés à cet effet, il lance Lacer dans l'espace, puis, alors que l'autre vaisseau s'approche, il fait sauter le Valet Forge. Donc ça, voilà, c'est une petite pépite, pareil, hein, donc de SF des années 70, à découvrir de toute urgence si vous ne l'avez jamais vu. Les effets spéciaux en plus sont tout à fait honorables, donc franchement, c'est très très bon. Solaris d'Andrei Tarkovsky de 1972, hein, un film qui a été conçu un petit peu en réponse au 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, c'est pareil, c'est un film qui dure plus de 2 heures, que j'ai trouvé quand même relativement soporifique. Donc là, on a double page sur les différentes affiches emblématiques de la SF, et c'est vrai qu'il y avait des sacrées affiches emblématiques, hein. Celle de Planète Interdite, elle est mémorable, hein. Barbarella, La planète des singes, Zem, Flash Gordon, tout ça, ce sont des affiches qu'on aimerait avoir encadrées au mur, hein. Soleil vert de Richard Fletcher, hein, de 1973. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est une pépite pareil de post-apo, avec pas mal de points communs avec Logan's Run, dans certaines thématiques. Donc ça, c'est pareil, je vous le recommande, hein, ça fait partie des grands films de la SF. La soupe aux choux de Jean Giraud de 1981. Gapman World, si vous regardez cette vidéo, bah, il va être content, hein, c'est l'un de ses films préférés. Bon, bah, moi, c'est un film qui m'a bien saoulé la couenne à l'époque quand je l'ai vu. Starman de John Carpenter de 1985. Bah, je trouve que c'est l'un des moins bons films de John Carpenter. Sur le papier, j'aurais dû aimer ce film, et puis finalement, c'est pas un film que j'ai trop apprécié. Star Trek 1, le film de Robert Wise de 1979. Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre, hein. J'adore ce film, même s'il est un brin fauché par rapport à ce que on avait pu avoir avec Star Wars 2 ans plus tôt, hein. Superman de Richard Donner de 1978. Bon, bah ça, j'en parle pas, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre du 7e art. Les survivantes de l'infini de 1955 de Joseph Newman, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est un film qui est très, très cool, avec un look au niveau de l'extraterrestre qui aura été repris, bah, notamment dans le Mars Attack de Tim Burton, hein. Donc bah, voilà, un film emblématique, un film culte. Terminator de James Cameron, euh, sorti en 1984, un film, bah, mon préféré, hein, sans doute, de la saga, avec un Arnold Schwarzenegger qui joue, bah, un vrai méchant ultra charismatique. Le scénario était ouf, les effets spéciaux étaient ouf, le rythme était ultra intense. Voilà, c'est pour moi le meilleur Terminator de la saga, et de loin, hein. Le Testament du docteur Cordelier de 1961 de Jean Renoir, ça, je ne l'ai pas vu. The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, donc remake, bah, du film portant le même nom, des années 50. Là, bah, ça, c'est un petit chef-d'œuvre, hein, qui s'inspire énormément là, de l'ambiance des écrits là, de Lovecraft, hein, même si c'est pas un film Lovecraftien, hein, mais en tout cas, c'est un film qui, qui s'inspire comme ça de l'univers de Lovecraft. Voilà, ça, c'est vraiment une masterclass. THX 1138 de George Lucas, sorti en 1971. Bon, celui-ci, je l'ai vu une fois et ça m'a bien suffi. J'ai pas trop kiffé. Tron de Steven Lisberger, sorti en 1982, bah, une masterclass. Si vous avez la possibilité de le revoir aujourd'hui dans une version remasterisée tel qu'il est aujourd'hui disponible en Blu-ray, eh ben, vous allez péter un câble. Le film, il est beau, 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 beau. La bande originale, elle est magnifique. Après, bon, l'histoire, elle est ultra linéaire, bah, tout comme le 2, Legacy, hein, qui vaut surtout, bah, voilà, par rapport à sa bande originale, sa patte artistique, parce qu'au niveau du scénario, l'un comme l'autre, bon, mais ouais, ça va assez vite, il se passe pas forcément tant de choses que ça, mais par contre, visuellement, c'était des sacrées prouesses. Donc Tron, ça c'est un vrai petit chef-d'œuvre. Le Trou Noir, produit donc par Disney de Gary Nelson en 1979, à l'époque où Disney, il y a une période où Disney avait produit pas mal de films comme ça, pas forcément enfantins. À chaque fois, ils se sont cassés la figure d'ailleurs. Euh, et celui-ci, bon, bah, les effets spéciaux étaient véritablement terribles. Le vaisseau spatial, il avait un look d'enfer.
Alors, à la fin du 22e siècle, Vincent, le robot du vaisseau d'exploration Palomino, qui retourne vers la Terre avec à son bord les savants Durand et McCrae, les officiers Holland et Pitzer, et le journaliste Booth, détectent dans l'espace la présence d'un trou noir. Au bord de ce mystère cosmique se trouve un engin spatial. Un engin spatial. Kate, la physicienne du Palomino, reconnaît en Sinus le vaisseau de son père disparu lors d'une mission il y a 20 ans. Palomino essaie de s'approcher de l'engin et est irrésistiblement attiré vers le trou noir, mais Cygnus lui offre une plateforme d'atterrissage. À bord de ce vaisseau, le seul humain au milieu d'un équipage de robots semble être le docteur Reinhardt, qui apprend à Kate la mort de son père. Vincent découvre que Reinhardt n'est qu'un fou dangereux qui a transformé les humains en robots et décide de l'éliminer. Booth tente de fuir à bord du Palomino. Reinhardt détruit celui-ci et laisse son robot Maximilian tuer Durand. Kate et Holland embarquent dans la navette, espérant pouvoir regagner la Terre, mais l'engin a été programmé pour plonger dans le trou noir. Il s'engouffre dans l'inconnu et ses fascinants secrets. Voilà, ça c'est un film, moi je l'avais vu jeune, je l'avais adoré, je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps, je l'ai tout autant adoré. Le trou noir, voilà, c'était malheureusement cette époque-là où Disney avait voilà, fait un petit virage comme ça à 180 degrés pour proposer des films un peu plus ambitieux, en tout cas un peu plus adultes. Ils se sont à chaque fois plantés. Du coup, ils sont revenus aux affaires avec des films plus légers et malheureusement, ils n'en seront jamais ressortis. C'est bien dommage. 1902, Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune, donc pareil, un peu comme les films de Fritz Lang, hein, ça fait partie des objets cinématographiques à découvrir pour ceux qui s'intéressent au cinéma. Bon, après, je pense que pour beaucoup de gens, c'est irregardable, mais en tout cas, c'est un film qui est intéressant en tant qu'objet cinématographique. Contrairement à ce voyage fantastique de Richard Fletcher de 1966, pareil, hein, si vous avez la possibilité de le voir dans une version remasterisée, celui-ci, il est incroyable. On est toujours dans l'idée là, comme ça de la miniaturisation hein, des personnes. Donc, quelque part, le film de Joe Dante, dont on a parlé tout à l'heure, est une sorte de remake, d'une certaine manière, de ce film-là. Mais les deux sont tout autant intéressants. En tout cas, voilà, Le Voyage Fantastique, celui-là, c'est une petite masterclass. Woody Allen, Woody et les robots de 1973. Ça, c'est un film que j'avais vu, que j'avais pas aimé. Hein. Je n'aime pas Woody Allen, je n'aime pas son cinéma. Et là, on avait les deux pour le même prix. Voilà. Zardoz de John Boorman, qui date de 1973, avec Sean Connery, un film qui est quand même assez what the fuck, ne serait-ce que par la tenue arbore Sean Connery pendant tout le film. Là. Bon. Après, c'est un film qui mérite d'être vu au moins une fois, qui est vachement intéressant. Bon, là, le résumé, il est un petit peu long, donc je vais peut-être pas vous le lire, mais en cas Zardoz, voilà, c'est un film qui, pareil, c'est du post-apo, hein, comme j'aime, hein, et comme il y en avait beaucoup finalement dans les années quand même, milieu des années 60, 70. Bon, allez, comme c'est le dernier film, je vais peut-être vous lire le résumé. En l'an 2293, après que la Terre ait été dévastée, une petite communauté technologique dont les membres, les Éternels, ont découvert le secret de l'immortalité. Et s'est soustraite aux souffrances du monde extérieur et vit à l'intérieur du vortex. Créé en 1990, le vortex, protégé par un puissant champ magnétique, est situé près d'un lac, au creux d'une vallée fertile. Les brutes sont établis dans les terres extérieures, à la périphérie du vortex. Ils vivent avec des moyens de subsistance minimes. Ils sont contrôlés par les exterminateurs, une caste privilégiée au sein des brutes chargées de contraindre ces derniers à nourrir le vortex des fruits de leur agriculture et de restreindre leur nombre en les chassant. Zardoz est le dieu des brutes. C'est un gigantesque masque de pierre qui survole les terres extérieures. Craint et respecté, il a été construit par les Éternels afin de soumettre et d'exploiter les brutes. Il transporte des cargaisons de fusils à l'usage des exterminateurs ou des graines pour les Éternels. Z, un exterminateur doué d'une force physique et d'une énergie mentale supérieure à la moyenne, a profité d'un voyage de Zardoz pour pénétrer dans le vortex. Il y découvre les deux sectes des apathiques, sans énergie et des renégats, châtiés par la justice et frappés de vieillissement. Z rencontre une belle éternelle, Consuela, laquelle, d'abord hostile, verra naître en elle des sentiments qu'elle imaginait éteints depuis longtemps. Au cours de ses investigations, Z découvre le centre cérébral du vortex.
Le Tabernacle, situé au cœur d'un complexe souterrain qui analyse et enregistre chaque information transmise du cerveau de chaque éternel, à l'intérieur duquel ont été introduits des cristaux programmés. Avec la destruction du vortex, le cycle de la vie et de la mort se rétablira. Réfugiés dans une caverne, Zed et Consula vieilliront puis mourront tandis que leur fils grandira. Donc c'est un film qui, sur plein d'aspects, est quand même bien what the fuck, hein, mais un petit peu comme tout le cinéma de John Boorman, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est un film qui reste intéressant, hein. En tout cas, il a sa place dans toutes ces petites pépites de la SF jusqu'à la fin des années 80. Donc après, effectivement, on aurait pu ajouter d'autres films des années 80. Moi, j'aurais peut-être mis même Predator, hein. Voilà, ça, celui-là, il aurait mérité sans doute d'y être. Qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter d'autres en film? Et encore que, oui, Predator, si on aurait pu le mettre, c'est un film de SF, mais en y réfléchissant, qu'est-ce qu'on aurait pu ajouter d'autre à cette liste-là? Alors, StarCraft, c'est un peu trop kitschoun pour qu'il y ait sa place, hein. En film notable, c'est vrai que je trouve qu'ils ont quand même plus ou moins quand même recensé les gros films de cette époque. En tout cas, moi, je vois pas d'injustice criarde. Alors, il y a des films que j'aurais peut-être pas forcément mis, hein. Il y en a d'autres que je n'ai pas vus, donc difficile pour moi de me prononcer sur leur valeur. Mais globalement, voilà, je trouve que ça se tient. Les autres films là qui me viennent naturellement en tête, c'est plutôt du fantastique, comme Krull ou autre, hein, mais qui peuvent intégrer des éléments de SF. Donc voilà, ça n'aurait pas forcément sa place dans ce livre-là, du moins, voilà. Bon, écoutez, pour moi, je vois pas de grosse injustice. Donc mettez-moi dans les commentaires si nos deux Lascars n'ont pas oublié quelques grands noms. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.